Merci David, merci Clémence et merci le laboratoire Roche pour cette invitation. Je vais donc vous parler de Real World Experience ou études de vraie vie concernant le faricimab. Voici mes conflits d'intérêts. Donc depuis 1 an et demi bientôt, on compte plus de 10 publications dans les revues indexées, plus d'une vingtaine de présentations dans les congrès scientifiques concernant l'utilisation de faricimab pour les pathologies rétiniennes exudatives. Je vais vous parler d'une étude très récente qui a été présentée à la Macular Society il y a 2 mois, qui s'appelle l'étude FAR-RETINA. Les données ont été extraites de la base de données de l'American Academy of Ophthalmology, the IRIS Registry, qui va prendre des données électroniques de plus de 16 000 ophtalmos concernant plus de 75 millions de patients anonymisés sur plus de 540 millions de rendez-vous. Les patients ont été inclus s'ils avaient au moins une injection de faricimab entre février 22 et juin 23, plus de 12 mois de données antérieures à cette initiation de traitement et au moins 6 mois de suivi. Ils ont été suivis sur le plan acuité visuelle et aussi sur le plan de l'épaisseur centrale rétinienne. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y avait plus de 8000 patients en DMLA switch, en bas ici, 500 patients en DMLA traitement naïf, chaque fois il y avait un peu plus d'yeux que de patients. Concernant les diabétiques, près de 1300 de patients diabétiques switchés et près de 200 patients diabétiques qui étaient naïfs. Alors, switchés depuis quoi? Dans l'immense majorité, c'est des switches depuis l'aflibercept. 65% des cas de DMLA et 75% des cas d'OMD, ils étaient sous aflibercept. Et on note, avant le switch pour le faricimab, une moyenne d'injection d'environ 7,5 par an. Les résultats concernant l'acuité visuelle, au bout de 7 injections de faricimab pour la DMLA, les patients naïfs, ils avaient un gain de 4 lettres. C'est donc en bleu, les histogrammes en bleu. Les histogrammes en gris, ce sont des patients switchés qui avaient une acuité visuelle qui était maintenue, ni plus ni moins. Concernant l'OMD, là aussi, un gain de 4 lettres au bout de 7 injections. Et pour les patients qui ont été switchés, ils avaient un gain d'acuité visuelle non significatif d'environ une demi-lettre. Par rapport à l'épaisseur maculaire centrale, les patients qui ont été switchés avaient une amélioration de leur épaisseur de 21 microns chez les patients DMLA au bout de cette injection. Les patients naïfs, 55 microns d'amélioration. Concernant les patients OMD, les patients switchés, là aussi une diminution de l'épaisseur par rapport à leur traitement antérieur, 35 microns de moins. Les patients naïfs, 75 microns de moins sur cette injection. Concernant le nombre d'injections en début de traitement, les 6 premiers mois pour les patients DMLA switchés, ils avaient 4,3 injections les 6 premiers mois, une légère, un petit relâchement du traitement, moins besoin d'injecter du 7e au 12e mois avec 3,2 injections. Les patients naïfs, besoin d'un peu moins de traitement, 4,1 injections les 6 premiers mois, 2,4 les mois suivants. Concernant l'OMD, 4 injections pour les patients switchés depuis l'AFLI pour la plupart, 2,6 les 6 mois suivants, du 7e au 12e mois. Les patients naïfs OMD, 3,5 injections les 6 premiers mois et 1,7 les 6 mois suivants. Qu'est-ce qu'on a vu sur le plan de la tolérance? Il y a de très rares cas d'endophtalmie, ce qui est conforme avec les IVT de manière générale, 0,05% pour les patients pré-traités, donc switchés, 0,06% pour les patients naïfs. Et concernant l'inflammation intraoculaire, 0,1% dans les 2 bras. En résumé, cette étude a regardé ce qui s'est passé sur plus de 100 000 yeux, avec à l'initiation du traitement par faricimab, la moitié des yeux avaient des acuités supérieures égales à 20-40. Les yeux pré-traités par AFLI, ils avaient des intervalles de traitement d'environ 6 à 7 semaines. Quand ils ont été mis sous Fari, ils avaient des intervalles qui ont augmenté de 8 semaines. Enfin, le dernier délai entre 2 injections, c'était d'environ 8 semaines. Et la tolérance était globalement très bonne. Une autre étude, celle-ci publiée dans Clinical Ophthalmology par Rush and Rush, a regardé des patients DMLA réfractaires qui étaient sous aflibercept, qui avaient eu au moins 6 injections dans l'année précédente, 4 injections dans les 6 mois précédents. Ils ont été randomisés en 2 bras. Un bras de patients traités par faricimab, 3 IVT en 4 mois, et un bras
traité, laissé sous aflibercept, mais intensifié avec 3 injections sur 4 mois. Qu'est-ce qu'on a vu? Le critère principal qu'on a étudié, c'est le pourcentage de patients qui avaient une épaisseur inférieure à 300 microns au bout de ces 6 mois de traitement. On a remarqué à la fin des 4 mois, il y avait 40% des patients traités par faricimab, donc switchés, qui ont atteint les critères épaisseur inférieure à 300 microns, par rapport à seulement 7% des patients intensifiés sous afli. Et concernant l'évolution, la modification de l'épaisseur centrale, elle était significative chez les patients switchés sous Fari, avec une diminution de l'ordre de 70 microns de manière très significative avec un P inférieur à 0,01. Pour les patients intensifiés et laissés sous afli, cette différence n'était pas significative. Concernant l'acuité visuelle, ça reflète l'anatomie. Là aussi, 36% des patients switchés à Fari avaient gagné 2 lignes ou plus au bout de 4 mois, et seulement 7% des patients affli. Là aussi, l'amélioration de l'acuité visuelle à l'intérieur du groupe était plus importante chez les patients switchés. Alors, qu'en est-il de la tolérance dans les études de vraie vie? Alors, les études de phase 3, comme a dit Clémence tout à l'heure, il n'y a pas de signal d'alerte. Il y a actuellement, bien sûr, une pharmacovigilance avec un plan de gestion des risques qui est en cours. Et plus de là, en fait, on a noté 1,5 million de doses, mais il faut savoir que plus de 3 millions de doses ont été injectées depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans que ça existe déjà aux États-Unis, et on n'a pas eu de signal inquiétant comme on a pu avoir pour d'autres molécules. Il y a des cas, mais ça reste extrêmement rare, 26 cas de vascularité rétinienne, soit un taux de 0,017 pour millilitre, et dans 9 cas de vascularité occlusive. Un mot sur une base de données Vestrom, ce sont des regroupements de cliniques privées américaines, où ils ont regardé sur 10 ans le devenir des patients qui avaient été traités par IVT pour une DMLA néovasculaire ou un OMD, et on a regardé l'incidence des occlusions veineuses rétiniennes, des occlusions vasculaires rétiniennes et des vascularites rétiniennes. Alors, c'est imparfait puisque les patients pouvaient ne pas être revus. Il y avait un biais de surveillance possible, mais en gros, les patients continuaient d'être suivis dans ce regroupement de cliniques. On a vu avec donc, le faricimab un taux extrêmement faible de vascularité rétinienne de 0,008%, en aflibercept 0,005, ranibizumab 0,002 et en brolucizumab bien plus important à 0,34%. Concernant les vascularités avec occlusion vasculaire, aucun cas pour le faricimab, 3 cas sur 200 000 patients pour l'aflibercept qui fait 0,001, idem pour le rani et un peu plus important à 0,06 pour le brolucizumab. Et concernant les inflammations intraoculaires, on a eu des cas relativement anecdotiques de l'ordre de 0,013% pour le Fari, 0,025 pour l'Afli, 0,011 pour le Rani et plus important à 0,15 pour le brolucizumab. Voilà, je vais juste vous montrer concernant l'utilisation du Fari en pratique courante. On sait que c'est encore dans un flacon et il y a un problème de bulle. Alors il est conseillé de laisser le flacon vertical et d'aspirer. Moi dans ma pratique je fais autre chose. Je mets le champ, je prélève le Fari dans la seringue et en fait je fais reposer la seringue elle-même pendant une quinzaine de secondes sur une petite cupule à l'envers. Pendant ce temps je vais refaire la bétadine. Je vous rassure que les patients ils ont eu une goutte de bétadine dans le quart d'heure qui précédait dans le cul-de-sac. Et donc on a fait l'injection, on remet tétrabêta, on purge et avec cette technique on n'a pas besoin de taper 10 fois pour faire chasser les bulles. Voilà, c'est terminé. Et ensuite, alors nous on continue à mettre un antiseptique, ce qui n'est pas du tout recommandé, mais ce sont nos habitudes personnelles. Voilà, je vous remercie et maintenant je vais passer la parole à David.